Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bienvenue dans 21 millions, le rendez-vous de la crypto-économie qui décrypte pour vous les grands enjeux de la blockchain. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Éric Larchevêque, qui n'est ni plus ni moins que l'un des pionniers français du secteur. Il est le fondateur de la startup Ledger, dont la spécialité est le stockage sécurisé des cryptoactifs. Si vous avez acheté des bitcoins, que vous comptez essayer Libra ou que l'hypothétique crypto-euro vous intéresse, alors il est fort probable que vous ayez un jour à utiliser l'un de ces produits. Éric Larchevêque n'est pas un entrepreneur comme les autres. Il est animé par une farouche ambition de rendre à l'Europe une partie de sa souveraineté technologique perdue avec Internet. Fortement enraciné en France, il veut faire de Ledger la première licorne blockchain hexagonale et souhaite devenir le leader mondial de l'infrastructure de sécurité. Avec lui, on abordera le chemin parcouru par Ledger depuis l'éclatement de la bulle crypto, de son nouveau rôle au sein de la société, de la question cruciale de la souveraineté technologique, de Libra, évidemment, mais aussi de l'imminente présentation par la Chine de la première crypto-monnaie étatique. Ensemble, nous évoquerons aussi le besoin pour l'Europe de développer un crypto-euro digne de ce nom, et Éric Larchevêque livrera à Bruno Le Maire et Christine Lagarde ses conseils pour y parvenir de la façon la plus efficace. Vous écoutez 21 millions, et c'est parti pour l'entretien avec Éric Larchevêque. Bonjour Éric Larchevêque, bienvenue dans 21 millions. Merci. Ça me fait très plaisir de vous recevoir parce que j'avais quitté Ledger au firmament de votre gloire début 2018, après une année tonitruante lors de laquelle vous aviez écoulé plus d'1 million de NanoS. Oui. Alors vous annonciez une levée de fonds de 61 millions d'euros et des projets plein votre agenda. Depuis, la bulle des cryptos a explosé, avant de reprendre des couleurs ces derniers mois, mais néanmoins on n'a pas encore retrouvé la folie de fin 2017 et la frénésie des nouveaux clients arrivant par millions sur le marché. Alors ma première question est toute simple, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour Ledger lors de ces 22 derniers mois et depuis l'éclatement de la bulle ? Alors, on a effectivement eu un sens parfait du timing, puisqu'on a closé notre levée de fonds, une série de B, en janvier 2018, et quelques semaines après, ou même quelques jours après, le Bitcoin, la bulle du Bitcoin a un petit peu éclaté. Alors, il faut savoir qu'on avait prévenu nos investisseurs qu'on était assez certain que ça allait arriver. Alors on ne savait pas quand, on pouvait pas deviner que ça allait arriver juste après, mais donc ça n'a pris personne par surprise, parce qu'on était tous quand même conscients du fait qu'on tournait, que l'industrie tournait vraiment très très vite, même trop vite. Donc le prix du Bitcoin a dévissé. Et si le premier trimestre 2018 a été très bon pour Ledger, parce que on a profité en fait de janvier, puis même encore de février, pour simplement vendre nos NanoS, nos produits. Le reste de l'année a été plus compliqué. Il faut savoir que et c'est assez évident, que le business de Ledger, de vendre donc des NanoS, donc des coffres pour cryptoactifs, est extrêmement dépendant du prix du Bitcoin. Enfin, pas que du Bitcoin, mais comme en général, il donne quand même le ton. On a eu donc une fin d'année 2018 qui a été difficile, sur lesquels on n'a pas du tout évidemment réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, puisqu'on pariait quand même, on tablait sur le papier sur au moins que le cours se maintienne un minimum. Donc c'était une année difficile, et le début 2019 a aussi été compliqué, puisqu'on a dû un petit peu restructurer, on a dû revoir la gouvernance de l'entreprise, voir comment on allait gérer tout ça, donc avoir un peu moins de personnes dans tout ce qui était administratif. On avait pris en fait une direction qui était d'aller quasiment jusqu'à une IPO, d'aller mettre en bourse Ledger dans les 2 ans. Et donc on avait construit toute une équipe administrative extrêmement forte en rapport avec ça. Et puis les objectifs ayant changé, on a dû réadapter pour pouvoir finalement continuer d'embaucher des ingénieurs, parce que c'est le nerf de la guerre.
Et donc, si 2017 a vraiment été centré sur le NanoS et la vente de nos coffres pour individus, 2018 a été une année de transition. On a beaucoup travaillé sur le Ledger Vault, qui est une solution pour entreprises. Et 2019 a été une année vraiment de confirmation du Vault, où on a lancé la commercialisation. L'objectif de Ledger, c'est de réussir à répondre à une demande sur ce marché en croissance, donc des entreprises, des institutions financières qui ont besoin de sécuriser des cryptoactifs, en leur fournissant une solution adaptée avec de la gouvernance. Et l'intérêt, c'est que ça apporte à Ledger un business model qui n'est plus uniquement lié à la vente de nos matériels, mais des revenus récurrents qui créent de la visibilité et donc évite la volatilité chez Ledger, qui finalement est un peu calqué sur la volatilité des cryptoactifs. Et aujourd'hui, comment se répartit votre activité ? Les coffres-forts pour individus, c'est quelle part Alors aujourd'hui, ça reste une part quand même encore importante. On est à 90% de revenus qui viennent de là, puisque c'est quand même le produit phare, et avec le NanoX, on continue d'innover, d'apporter des choses, donc il y a un renouvellement du parc, etc. Donc là-dessus, ça reste encore aujourd'hui le premier revenu, mais l'objectif, c'est sur 2020, 2021, de réussir à atteindre des 20, peut-être 30%, pour pouvoir quand même arriver à une sorte d'équilibre sur les revenus. En avril dernier, vous l'évoquiez, vous avez donc été nommé président exécutif du conseil d'administration, cédant ainsi la direction opérationnelle à Pascal Gauthier après 5 ans à ce poste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de cette réorganisation ? Alors, l'entreprise a beaucoup évolué, beaucoup changé en 5 ans. C'était plus du tout la même. Et si je regarde les 2 dernières années, 2018 et une partie 2019 et la fin 2017, j'ai vraiment été pris dans l'opérationnel. Vraiment, c'était même de l'opérationnel pompier, parce qu'il a fallu répondre à la demande, faire pas mal de choses, etc. Alors évidemment, je n'étais pas seul, il y avait Pascal qui était déjà là, mais finalement, l'essentiel de mon temps était consacré à résoudre des problématiques opérationnelles, d'exécution du day-to-day, et c'était très difficile en fait d'avoir du recul sur le marché. Parce qu'en plus, c'est un marché qui est en pleine construction, où quelque chose qui est vrai un jour n'est plus vrai le lendemain. Donc, il faut avoir une certaine visibilité, une certaine vision sur ce qu'on essaie de faire à 2 ans, à 5 ans. Et donc, j'ai pris la décision de pouvoir retrouver du temps pour avoir ce recul nécessaire et me concentrer plus sur des aspects stratégiques. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'en faisant le constat que finalement je passais trop de temps dans la tête dans le guidon et que je n'arrivais plus à avoir la suite, on a décidé de réorganiser l'entreprise pour être plus efficace. Est-ce que vous pouvez nous apporter des exemples concrets de votre nouvelle mission ? Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Alors, c'est sûr que quand on est là, à réfléchir à la stratégie des choses plus long terme, on est beaucoup moins dans l'exécution du day-to-day et en tant que, à titre personnel, ça a changé beaucoup pour moi. C'est-à-dire qu'avant, je faisais des semaines où je travaillais tout le temps, je travaillais le week-end. C'était vraiment très très difficile, mais aussi passionnant. Je le faisais parce que je le voulais bien. Et là, ça permet aussi de reprendre son souffle et donc les missions concrètes, qui sont plus des missions long terme de réflexion, c'est d'essayer de continuer d'avoir une réflexion produit, à dire dans 5 ans finalement, si le hardware wallet n'existe plus, est-ce qu'il existera toujours, par quoi il sera remplacé, de réussir, si on se dit que ce sera dans le téléphone, il faut réussir à trouver les bons partenaires pour que ce soit les technologies Ledger qui soient dans les téléphones pour faire ce type de solution. Si on réfléchit à qu'est-ce qui est important aussi pour l'individu ou pour l'entreprise, c'est pas uniquement la sécurité, même si c'est central, mais aussi la capacité de pouvoir utiliser ces fonds pour faire des opérations, d'aller vers la finance décentralisée, de pouvoir finalement shifter vers un métier beaucoup plus large pour proposer avec le Ledger Live des solutions de swapping, de staking, d'investissement, et de pouvoir mettre en place en fait une roadmap. Et puis après, Ledger, c'est une entreprise qui est présente dans 165 pays. On a des enjeux importants au niveau législatif. Et c'est important, par exemple, que les lois précisent bien que si on ne détient pas les clés
alors on n'est pas responsable. Ledger ne détient pas les clés de ses clients, puisque c'est des coffres distribués et décentralisés, et donc Ledger n'est pas responsable de ce que font ses clients. Ça paraît extrêmement évident, mais pour un législateur, ça ne l'est pas. Et donc une grosse partie du travail, c'est d'éduquer le marché, d'éduquer le législateur dans pas mal de pays pour à la fin avoir des lois et une régulation qui ait du sens et qui ne vienne pas, par exemple, un jour dire si vous si vous éditez un logiciel de ledger, de wallet décentralisé ou distribué, même software, vous devez faire du KYC, c'est-à-dire de la connaissance client, et vous êtes responsable en fait de l'AML, du blanchiment, et donc de pouvoir couper, qui n'aurait pas de sens. Donc ça, c'est des éléments aussi importants et qui prennent aussi pas mal de temps et qui nécessitent un petit peu de voyager. Et vous en avez pas parlé, mais il y a quand même eu un énorme événement pour Ledger, mais c'est l'ouverture du Ledgerplex. Oui, bien sûr. Et j'imagine qu'une grosse partie des fonds levés ont permis de financer cet immense bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors Ledger est une entreprise un petit peu industrielle qui fabrique des produits physiques et qui les vend. Et donc ces produits, ils ont besoin d'être assemblés quelque part. Et comme on expédie dans 165 pays, il est aussi nécessaire d'avoir toute la logistique. On a dès le début décidé d'internaliser tout ceci, parce que pour nous, il était important d'avoir une maîtrise de l'expérience de A à Z. Comme dès le début de Ledger, on avait un site qui était situé à Vierzon, qui est en région centre, à 2 heures de Paris, finalement, c'était la logique que de continuer à développer ces bureaux-là. Et on a construit le Ledgerplex. Alors c'est quoi le Ledgerplex ? On va dire c'est une sorte d'usine, bâtiment mixte de plus de 3000 mètres carrés qui va permettre d'avoir toute la place nécessaire et la logistique nécessaire pour assurer la fabrication des produits de Ledger et leur expédition. Donc tout est réalisé en France, dans nos bureaux. C'était un projet assez important, assez coûteux effectivement, mais il n'a pas été financé par la levée de fonds, il a simplement été financé par de la dette, puisque c'est le rôle des banques en fait quand on construit ce genre de choses, finalement d'aider au financement, et Ledger paye un loyer finalement, plutôt que d'avoir payé 8 millions d'euros pour le financer. Donc là on est dans des montages assez classiques, mais c'est important parce que ça montre d'un côté que Ledger est attaché à conserver son expérience de A à Z, d'avoir la maîtrise de toute la chaîne, et de s'inscrire aussi dans une certaine philosophie de l'entrepreneuriat et du développement économique qui inclut aussi le territoire. Quand on crée de la valeur, il était important pour nous de créer cette valeur de manière locale, parce qu'on aurait très bien pu le faire en Chine, en République tchèque, c'était pas forcément de le faire en France et en région centre, mais c'était une véritable volonté de le faire ici et de démontrer qu'en France, encore aujourd'hui, on est capable d'industrialiser de manière locale avec un coût compétitif, et ça pour nous c'était aussi très important. Est-ce que la présence d'ingénieurs de grand talent en France, ça pousse aussi à avoir toute son activité en France ? Complètement. Ledger est une entreprise française, alors qui est très internationale, puisque on vend la France c'est que 2% du chiffre d'affaires, on fait 98% à l'export, ce qui est quand même énorme, et nos clients ne perçoivent pas Ledger forcément comme une entreprise française, surtout avec le nom Ledger. Par contre, Ledger a vocation à rester français et à rester en France, parce que effectivement, surtout dans le domaine de la sécurité et de la carte à puce, qui est une technologie française et d'excellence française, ces ingénieurs qui ont une maîtrise parfaite de ces environnements-là sont français, et ça n'aurait aucun sens pour nous d'aller en Silicon Valley juste pour être là-bas. Donc pour nous c'est un avantage. Pour la sécurité, être français c'est un véritable avantage, c'est pour une fois, et donc ça on en est très content. On aura le temps d'en parler un petit peu après sur ces histoires de souveraineté. Mais je vais vous embêter un petit peu sur les chiffres. Vous avez enregistré un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros en 2017, à peu près la même chose en 2018, il me semble. Oui, c'est un peu moins. Un peu moins, lors du bear market, forcément. Et que prévoyez-vous pour 2019 ? Alors, forcément moins, puisque en 2018, on a eu le premier trimestre qui nous a permis de limiter un petit peu les dégâts, parce que le bear market a été principalement subi sur les 8-9 derniers mois. Là, en 2019, même s'il y a eu une petite embellie pendant l'été, on reste quand même sur un marché
où le sentiment est un peu mollasson, c'est-à-dire qu'il n'y a effectivement pas de millions de nouveaux entrants qui arrivent, donc on n'est plus sur des renouvellements de parcs, on n'est pas dans la folie qu'on a vue en 2017. Aujourd'hui, on ne va pas communiquer sur des chiffres précis, mais on sera en dessous. Mécaniquement, on sera forcément en dessous. Et c'est pour ça que on veut être moins dépendant finalement du prix du Bitcoin, parce que c'est très difficile de piloter une entreprise où à la fin le chiffre d'affaires va être dépendant de quelque chose de complètement exogène. On a beau être les meilleurs du monde, etc. La seule chose finalement qu'on arrive à piloter, c'est le burn de l'entreprise, et c'est ce qu'on essaye de faire le mieux possible. Et en rajoutant des revenus réguliers, récurrents, alors on pourra créer quelque chose de plus solide pour le futur. Et est-ce qu'on peut évoquer un peu les suppressions de postes qui ont été évoquées dans la presse cette année? Alors, c'était quel genre de poste? Vous l'évoquiez un petit peu au début, mais oui, alors c'est tout ce qui était administratif. Donc c'est quoi administratif? C'est la finance, c'est les ressources humaines. Et c'est aussi le legal, enfin tout ce qui est affaires juridiques, le juridique, où là on avait construit des équipes qui étaient finalement bien dimensionné pour faire de Ledger une entreprise bien préparée à aller en bourse, mais qui était surdimensionné à partir du moment où on a changé de braquet, puisque là, c'était plus question d'aller en bourse, puisque le marché ne le permettait pas. Et donc, on a dû réévaluer, réajuster. Et ce qui s'est passé en début d'année, c'est que nous avons réduit finalement ces postes en environnement administratif, et on a créé des postes d'ingénierie. Donc à la fin, le nombre d'employés chez Ledger est resté plus ou moins identique, mais on s'est retrouvé avec une part d'ingénieurs plus importante, parce que pour nous, il était crucial de continuer à développer évidemment le Vault et aussi le Ledger Live et toutes les infrastructures qui sont derrière, des choses qu'on ne voit pas, mais qui permettent d'assurer un bon fonctionnement de tous nos produits. Ok, c'est très clair. Et est-ce que Ledger est une entreprise qui dégage des bénéfices aujourd'hui? Alors c'est variable, parce que ça dépend en fait... ça dépend du cours du Bitcoin. Je reviens toujours là-dessus parce que quand le prix monte, les ventes montent. C'est un peu les deltas, c'est-à-dire même s'il reste haut, après les ventes s'essoufflent, mais si ça repart, on va en parler dans la presse, et donc ça remonte. Donc on va dire que ça dépend des mois. Donc fondamentalement, aujourd'hui, c'est pas une entreprise rentable dans le sens où on est trop dépendant de facteurs exogènes. Il suffit que le Bitcoin baisse ou que ce soit un peu mollasson sur les marchés pour que du coup, chaque mois, on perde de l'argent, parce qu'on est quand même, on est nombreux chez Ledger. Enfin, il y a beaucoup d'investissements. Donc aujourd'hui, on ne l'est pas parce qu'on est trop dépendant de facteurs exogènes. Et aussi, tant qu'on investit massivement pour des nouveaux produits, ça rend l'exercice encore plus difficile. Et étant donné que, comme vous dites, vous êtes très sensible au cours du Bitcoin, on a observé il y a très peu de temps une hausse supérieure à 30% en l'espace d'un week-end. Est-ce que ce week-end-là, vous avez observé des demandes très importantes pour vos Ledger Nano? Alors, on a sûrement fait un meilleur week-end que d'habitude, mais on n'a pas vu une explosion en fait des ventes puisque ça a été trop rapide. Les plus 30% ont duré quelques heures, et ensuite il y a une correction un petit peu immédiate. Donc il faut quand même une hausse continue. Ouais, il faut une hausse continue. Et puis même la hausse, en fait, quand il y a eu la hausse avant l'été, où là quand même le Bitcoin a repris des couleurs, et donc il a plus que doublé, enfin je veux dire sur quelques semaines. On n'est pas revenu dans un environnement de folie. Pour revenir dans un environnement de folie, il faut dépasser les $20 000. Pour que tout le monde en parle, enfin là, quand il dit tout le monde, que la presse internationale en parle, et dit ça y est, c'est reparti. Il faut qu'il dépasse la barre des 20 000. Et il faut aussi mécaniquement qu'il y ait des nouveaux projets, comme par exemple Cosmos, qui arrivent à maturité, qui permettent de créer de nouvelles chaînes, de nouvelles choses pour faire un New Deal. Et de repartir finalement sur quelque chose de plus solide, avec plus de scalabilité, de refaire un petit peu toute l'explosion incroyable qu'on a vue en 2017. Est-ce que vous comptez procéder à une nouvelle levée de fonds un de ces jours? Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de plan. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura besoin de continuer de lever. Pour ça, je réponds oui. Après, il faut prendre le bon moment. Donc là, il n'y a pas de... J'ai rien à annoncer. Il n'y a rien de prévu encore. Mais ce qui est certain, c'est que Ledger a l'ambition de rester un leader mondial, de se développer sur tout ce qui va être entreprise, etc. Et être présent dans plein de pays, d'avoir des bureaux partout, ça coûte cher.
Et le moment où on voit un petit peu nouveau un embellissement sur les marchés, eh bien là il faudra à nouveau effectivement lever, parce qu'on aura besoin de dizaines de millions d'euros supplémentaires pour aller attaquer ces marchés et vraiment nous installer de façon définitive. Donc oui, il faudra à nouveau aller chercher de l'argent, parce qu'on ne pourra pas s'autofinancer là-dessus, ça coûtera trop cher. D'accord. Et Capital a révélé en avril dernier que Samsung était entré au capital de Ledger. Oui. Et je voudrais savoir quel est le sens de cette prise de participation. Alors, Ledger, Samsung en fait investit dans beaucoup d'entreprises. Pour eux, en fait, c'est la capacité d'avoir finalement un accès un petit peu privilégié à des équipes, à une technologie. Faut pas en tirer de conclusion sur le fait que Samsung se lance dans la crypto, la blockchain, parce que bon, c'est une goutte d'eau, l'investissement qu'ils ont fait pour eux, c'est une erreur d'arrondi, donc ça n'a pas d'impact, mais c'est montrer la volonté pour eux de se rapprocher de l'écosystème en général, et pour nous, en fait, ça donne un accès privilégié à Samsung pour pouvoir discuter du futur et discuter potentiellement d'intégration de technologies un jour dans les téléphones qui pourront intégrer du hardware wallet de façon native. Justement, vous devancez ma question. Est-ce que vous pensez que le futur de Ledger se situe dans l'intégration de votre technologie au sein des smartphones ? Parce que vous disiez au moment de l'investissement de Samsung que pour accompagner une révolution crypto basée sur une souveraineté personnelle accessible à tous, le smartphone va effectivement jouer un rôle central. Oui, ça, je pense que c'est une des thèses de Samsung. Ils voient ils sont peut-être pas les seuls, mais en tout cas, ils voient leurs terminaux, leurs smartphones, comme un outil de souveraineté personnelle. C'est-à-dire, on va avoir ses données, on va avoir, pourquoi pas, son argent, des tokens, enfin plein de choses. Si on part du principe qu'un jour, dans les années qui viennent, les cryptoactifs avec la finance décentralisée, etc., la tokenisation, la titrisation de toute chose va se développer, on aura besoin de gérer ces tokens quelque part. Et le hardware wallet a quand même une limite à l'usage. C'est quand même quelque chose qu'il faut acheter, qu'il faut avoir dans sa poche. Donc on aura toujours besoin. Mais si on prend l'exemple du Libra, qui est censé être une monnaie basée sur une blockchain pour le plus grand nombre, donc pour 1 milliard de personnes, ça n'a pas de sens de dire qu'on va vendre 1 milliard de hardware wallet. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions de sécurité dans les smartphones. Donc il y en a déjà qui existent plus ou moins, mais pour aller plus loin, avoir la capacité d'avoir un trusted display pour valider ce que l'on voit de façon certaine sans se faire hacker son téléphone, etc. Il y a besoin encore de faire un saut de technologie, et ça c'est indispensable. Donc je pense que oui, quand je ne sais pas, à 5 ans, pas demain en tout cas, le futur de Ledger passe par l'intégration de ces technologies dans des smartphones. Ce qui ne veut pas dire que le hardware wallet sera mort et enterré, parce qu'il y aura toujours des cas d'usage, puis il y a d'autres choses que nous faisons, mais pour nous c'est essentiel de pouvoir bien accompagner ce changement. Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres constructeurs de téléphones ? Je pense à Apple notamment. Alors Apple non, parce qu'Apple de toute façon... Ils fabriqueraient en interne. Voilà, ils discutent rarement avec des gens de l'extérieur, mais on a travaillé avec d'autres constructeurs, HTC par exemple, sur lesquels on a aussi contribué en fait à améliorer la sécurité. Sur le Exodus, vous avez travaillé dessus ? Oui, tout à fait. Au niveau de la sécurité, pour améliorer la sécurité du device, et puis on discute avec d'autres... parce que c'est effectivement... Je pense que tous les constructeurs de téléphones se rendent bien compte que si un jour il y a une révolution blockchain à grande échelle, leur smartphone sera un outil indispensable pour l'accompagner. Justement, j'allais vous demander ce que vous pensiez de l'Exodus et du Samsung Galaxy S10. Bon, j'imagine que vous n'allez pas dire du mal du coup. Non, alors je connais peu, je n'utilise pas vraiment l'Exodus au jour le jour, donc je ne peux pas vraiment trop... faire un retour d'utilisateur, etc. Par contre, j'ai un S10. C'est le début. C'est-à-dire que en matière du UX, on est loin de quelque chose qui est prêt, je pense. Mais la volonté est là. Et pour moi, c'est ça qui est important. Samsung, on a travaillé avec Samsung pour faire en sorte que les produits NanoX qui fonctionnent en Bluetooth fonctionnent avec le S10 et tout le SDK blockchain. Donc comme ça, les développeurs peuvent vraiment construire des wallets en intégrant le NanoX, etc. Et ça, c'est des choses qui vont dans la bonne direction.
Et pour l'instant, Ledger propose surtout de protéger l'accès aux cryptos d'un investisseur, mais peut-on imaginer que vous protégez l'accès à d'autres choses sur la blockchain ? On pourrait par exemple imaginer des fonctionnalités pour certifier une identité, non ? Alors, effectivement, fondamentalement, ce que fait Ledger, c'est de protéger une information. Avec le hardware wallet, c'est de protéger une seed. Et cette seed, ensuite, peut dériver des clés privées qui servent soit à des crypto-assets classiques, Bitcoin, Ethereum, Cosmos, etc., mais qui peuvent aussi être liés à des identités. Et là, on revient à souveraineté personnelle. Si un jour on est capable de signer pour démontrer qu'on est soi-même, eh bien ça permet des choses très intéressantes. Il y a des standards qui permettent d'aller vers le passwordless, c'est-à-dire qu'on va remplacer un login et un mot de passe par une signature, c'est FIDO2, et c'est un standard qui va devenir de plus en plus important, et donc le hardware wallet sera aussi un outil pour permettre un accès à cette identité. Par contre, la problématique des comptes dans la notion d'identité, c'est que c'est très compliqué parce que ça implique forcément les gouvernements, etc. Surtout si on va en faire quelque chose qui va juste au-delà de s'identifier sur un site web. Et donc là, on est plus dans des gouvernances compliquées, mais on y viendra. Et donc, nos technologies et l'intégration de ces technologies dans les téléphones, parce que là, c'est quand même du très grand public, sont aussi importantes, et on revient à ce besoin de se développer dans du smartphone. Alors, j'ai eu plusieurs questions techniques de la part de la communauté des gens qui écoutent 21 millions, et beaucoup concernent des futures intégrations. Alors, par exemple, est-ce que vous comptez ajouter Liquid sur Ledger Live ? Alors, oui, bien sûr. Maintenant, ce qui est important, c'est les priorités. Aujourd'hui, sur le live, les priorités, c'est vraiment de rajouter des intégrations, des cas d'usage très concrets qui sont demandés vraiment par tout le monde. Liquid, c'est pas demandé par tout le monde, c'est important, et donc on y travaille en R&D, etc. Mais c'est pas la priorité d'intégration dans le Ledger Live. Même chose, sera-t-il possible un jour d'utiliser Compound et Uniswap sur Live ? Alors oui, et là on est plus dans les priorités, puisque on souhaite faire évoluer le Ledger Live comme un outil qui permet effectivement d'utiliser ces cryptos et pas uniquement de les stocker, donc passer de la spéculation à un usage, et donc tout ce qui va être staking, tout ce qui va être compound, etc. Et en parlant de toute technologie, on ne va pas s'en limiter à une ou deux. Là, c'est vraiment les prochaines étapes à court terme, on va dire, court-moyen terme pour le live. D'accord. Et à quand le multisig ? Alors, le multisignature Bitcoin, aujourd'hui, il est possible avec Electrum, donc on peut l'utiliser, mais c'est un petit peu expert. Si la question c'est à quand la capacité sur le Ledger Live de pouvoir avoir de la gouvernance, c'est-à-dire avoir la multisignature, ou la capacité de pouvoir créer des règles en fait de dépenses, avec par exemple aussi des time locks, de se dire il faut attendre 48 heures. C'est des projets qu'on a dans les cartons depuis un certain temps, mais là encore c'est une question de priorité, de voir Ledger a besoin de développer en priorité ce qui va lui rapporter de l'argent, enfin c'est très logique. Et aujourd'hui la demande est beaucoup plus sur des solutions de staking, on va dire, de swap, etc. Et c'est ça qu'on va développer en priorité. Alors on va changer de thème maintenant. Ledger a souvent été présenté comme la future première licorne française de la blockchain, c'est-à-dire une start-up dont la valorisation dépasse le $1 milliard. Après la dernière levée, Ledger était valorisé à environ 260 millions d'euros. Est-ce que vous pensez pouvoir répondre un jour à ces attentes, et si oui, quand ? Alors oui, on espère bien entendu répondre à ces attentes. C'est l'objectif de Ledger. Depuis le début, Ledger a un objectif qui est d'être une grande entreprise qui compte sur l'échiquier mondial. Et donc forcément, c'est une entreprise qui mécaniquement vaut plus d'$1 milliard ou $1 milliard, enfin combien, j'en sais rien, c'est pas tellement la question. Mais Ledger n'a pas vocation, par exemple, à devenir rentable maintenant en vendant du hardware wallet. On pourrait très bien être une entreprise rentable, très intéressante, en supprimant les investissements, en se concentrant, en vendant du hardware wallet, parce qu'on pourrait l'optimiser vraiment aux petits oignons et ce serait super. Mais c'est pas avec ça qu'on crée un géant, en fait, un géant technologique.
Et donc notre ambition est vraiment d'aller jusque-là. Et c'est pas tellement la valorisation d'1 milliard c'est pas tellement ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être vraiment installé comme le leader mondial des solutions de sécurité d'infrastructure pour individus, entreprises, etc. Donc la route est encore très longue. On a une roadmap qui est vraiment... il y a beaucoup de choses à faire. Mais on continue d'aller dans cette direction et c'est pour ça qu'on va lever, c'est pour ça qu'on va continuer de se financer. C'est très difficile de répondre à cette question. En fait, ça peut aller bien sûr beaucoup plus vite si le Bitcoin s'accélère parce que tout va s'accélérer. Sinon, ça peut prendre quand même plusieurs années. C'est très très difficile de construire une licorne. C'est vraiment extrêmement difficile. Lorsque je vous avais interviewé il y a bientôt 2 ans, vous me disiez que l'Europe avait manqué le coche d'Internet car nous ne comptions aucun géant dans son infrastructure et encore moins de GAFA. Alors avec Ledger, vous me disiez que vous vouliez bâtir un géant européen afin de ne pas reproduire la même erreur. J'imagine donc que vous avez toujours la même ambition et ce n'est pas le bear market qui... Complètement. Oui. On veut toujours être le L d'un futur GAFA et ça rejoint l'ambition que je donnais à l'instant. On n'a jamais douté. C'est-à-dire même en bear market, même quand le Bitcoin s'est écroulé, etc., forcément, on s'est dit ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va être long, mais on n'a jamais douté. Parce que pour nous, c'est une évidence que la révolution blockchain, au sens général, est là, et que dans quelques années, tout le système, en fait, le futur système de paiement utilisera cette technologie. Donc si vous voulez être vraiment un géant européen, j'imagine que ça veut dire que vous ne souhaitez pas qu'un actionnaire extra-européen prenne un jour le contrôle du capital. Oui, c'est vrai. C'est important. L'important pour nous, c'est bien sûr les investisseurs américains, asiatiques sont bienvenus au capital, c'est déjà le cas. Mais on fera bien attention à saupoudrer, c'est-à-dire à ne pas avoir un investisseur en particulier qui aurait des droits de contrôle trop importants pour rester en fait dans une gouvernance globale. Une volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte de pouvoir accompagner des grosses séries C, c'est-à-dire des levées de 50, 100, etc. Donc, qui serait logiquement la prochaine étape pour Ledger. Et donc, bien évidemment que on favoriserait un investissement européen dans la mesure du possible. Maintenant... est-ce qu'il y aura cet argent disponible en Europe? Et puis, Ledger ayant une couverture mondiale, il est aussi important d'avoir des investisseurs qui viennent un petit peu de différents horizons. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe a appris de ses erreurs qu'elle a commises avec Internet? Est-ce que maintenant, vous pensez qu'elle est prête à protéger sa souveraineté technologique? J'espère. Je pense qu'on s'en rapproche, dans le sens où il y a une vraie prise de conscience. C'est pas un sujet léger. Et donc, l'Europe, alors c'est compliqué, parce que l'Europe, c'est plein de pays différents, etc., qui doivent se mettre d'accord. Donc, c'est pas comme si on parlait avec une personne. Mais je sens qu'il y a une vraie volonté de protéger cette souveraineté. On a une souveraineté opposée avec les États-Unis, dans le sens où les États-Unis, c'est tout le cloud. Tout est dans le cloud, etc. Et en Europe, on a plus une technologie du endpoint, notamment, c'est-à-dire que l'utilisateur ait sa donnée et la protège lui-même en souveraineté personnelle. Et donc, notamment, la carte à puce ou ce que fait ST Microélectronique avec le hardware sécurisé va dans cette direction. Donc, on a une véritable opposition de force, de philosophie. Et là, je suis persuadé qu'il y a une vraie volonté de l'Europe de ne pas juste se laisser écrabouiller par les GAFA et que tout soit dans le cloud américain. Donc oui, je pense qu'ils ont appris et que c'est un vrai sujet. Et il y a quand même un gros problème de financement des startups en Europe. Donc, en late stage. Voilà. Est-ce qu'il ne faudra pas mobiliser plus de fonds publics pour les startups innovantes? L'annonce du président Macron, quand il a annoncé l'X40 et la volonté de créer un fonds avec plusieurs milliards, etc., va dans le bon sens. Donc maintenant, il faut voir la réalité de ce qui va se passer. Mais je pense que le gouvernement a compris. Il a écouté les entrepreneurs. On a eu pas mal de réunions avant pour discuter de ça, d'exposer les problématiques. Et la problématique claire si on veut faire une série C, si on a besoin de beaucoup d'argent, il n'y a pas les acteurs en face pour y répondre et donc on doit aller ailleurs ou même quitter la France, a été bien entendue, bien comprise. Et le gouvernement avec des solutions maintenant qu'il faut déployer
mettre en œuvre, mais je suis très confiant par rapport aux discussions que j'ai pu avoir sur le sujet, ou la volonté de Cédric O de vraiment déployer ce type d'offres et de solutions, et tout en sachant que c'est pas parce qu'on est dans le Next 40 qu'on a le droit automatique à ces financements. C'est-à-dire qu'après, il faut vraiment montrer qu'on est une entreprise qui a un jour aura sa rentabilité, etc. Donc on n'est pas dans de l'économie dirigée où la France, par exemple, va investir dans Ledger parce que cocorico. Ça va pas du tout fonctionner comme ça. Il faudra qu'on soit très bon. Pour autant, je pense que cet argent sera disponible et qu'on pourra aller le chercher, et que ça va être très positif. Est-ce que vous seriez content de voir l'État au capital de Ledger via l'agence des participations ? Ce serait plutôt la BPI. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas du tout fermé à avoir un État au capital, quoi. Non, absolument pas. Surtout si c'est la France. C'est la France. On parle beaucoup de Libra en ce moment. Alors sur le papier, ça semble être un formidable accélérateur pour l'adoption des crypto-monnaies, mais paradoxalement, cela pourrait présenter une forme de perte de souveraineté pour l'euro. Quelle est votre position sur ce sujet ? Alors le Libra, c'est un projet extraordinaire, je trouve. On est vraiment dans de la tokenisation de l'argent fiat, donc stablecoin, peu importe comment on l'appelle. Et ça a vraiment la capacité de pouvoir créer finalement une infrastructure de paiement et d'échange puissante et forte, avec 1 milliard d'utilisateurs, et qui soit natif sur IP, sur Internet. Et c'est ça, en fait, la beauté, la force, et c'est ça qui, moi, m'excite complètement. C'est qu'on va pouvoir recréer quelque chose de nouveau qui fonctionne et qui balaye, en fait, le système actuel. Donc ça, cette initiative, je la trouve courageuse. Et il n'y a pas que cette initiative, il y a d'autres projets stablecoin, etc. Mais là, pour le coup, portés par Facebook, etc., ils ont vraiment mis un gros pavé dans la mare, donc c'est très courageux. Après, effectivement, porté par un groupe aussi puissant comme Facebook, etc., qui a montré les limites de son modèle et qui parfois a quand même pas mal de choses à se reprocher, il y a un vrai débat sur est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que les États ont raison de se défendre. Forcément, moi, oui, ils ont raison. Parce que clairement, si le Libra arrive comme ça et devient une monnaie d'échange, le risque de souveraineté des États, euro, dollar, etc., peut être menacé, puisque un jour, si les gens finalement font plus confiance au Libra et l'utilisent, ils peuvent très bien se débaser du dollar, le laisser flotter. Et à un moment, on se retrouve avec des corporations, alors certes, des gouvernances, etc., parce que c'est pas juste Facebook, c'est quand même pas mal de monde, qui va contrôler finalement l'économie. Est-ce que c'est une bonne chose, pas une mauvaise chose ? Bon, ça, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est un débat intéressant. Donc, je pense que les États ont raison, en tout cas, de mon avis, de dire attendez, on va réfléchir, mais surtout, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils commencent à dire, c'est ok, il y a un changement, il y a une révolution, on doit être les premiers à sortir nous-mêmes nos stablecoins. Et là, du coup, ils couperaient l'herbe sous le pied de Facebook, de Libra, et ils en ressortiraient à la fois une dimension de souveraineté supplémentaire et aussi une capacité économique forte, puisqu'ils pourraient contribuer à créer cette nouvelle infrastructure de paiement et d'échange. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, un crypto-euro, à quoi ça servirait ? Quand on parle de tokenisation, c'est-à-dire la titrisation, le fait d'associer des tokens à quelque chose, alors ça peut être une monnaie, mais ça peut être aussi associé à, des parts dans une entreprise, à des parts d'un appartement, quelque chose, il faut bien se les échanger. Et on a besoin d'une contrepartie. Et on ne peut pas se baser sur du Bitcoin ou de l'Ethereum parce que ça ne peut pas fonctionner. Et on a besoin de faire tout ça de manière native. Je vais juste donner un exemple très concret. Donc, si on prend l'énergie verte, on a besoin d'avoir des certificats d'origine de cette énergie verte. Parce qu'en fait, un électron, c'est un électron. Donc, quand on consomme de l'énergie verte, finalement, on achète ces certificats, on les détruit. Si on les tokenise, ce qui est en cours et ce qui existe, et qu'à un moment, on a besoin de les échanger de manière extrêmement libre et d'avoir de la liquidité, de la fluidité, il faut pouvoir les échanger on-chain contre quelque chose. Alors, on ne va pas les pricer en Bitcoin parce que ça n'a aucun sens économique. On veut les pricer en euros ou en dollars. Et donc, on a besoin d'avoir une contrepartie qui soit sur la blockchain. Et ça va créer finalement l'écosystème nécessaire à ce que des smart contracts puissent
interagir avec le monde réel, prendre des assurances par exemple. Il y avait déjà, AXA avait fait des assurances en avion, mais c'était en éther. Donc finalement, on se prenait un risque de change complètement inacceptable finalement, et donc pour ça peut pas marcher, mais c'était très intéressant de le faire. Et donc quand on aura ces stablecoins, eh bien ce sera c'est vraiment ce qui manque pour arriver dans une véritable économie basée sur du smart contract, de la blockchain, etc. Donc pour simplifier au maximum, c'est pour connecter la crypto-économie avec le monde réel. Oui, le monde économique réel, parce qu'aujourd'hui tout est en euros ou en dollars. Dès qu'on fait quelque chose, on doit payer des salaires en euros, on a des fournisseurs en euros, donc on ne peut pas s'affranchir de ça. Donc c'est effectivement une brique indispensable. Alors j'aimerais qu'on parle d'un projet qui a une autre philosophie avec la Chine, qui semble quand même avoir passé la vitesse supérieure et pourrait être le premier État à proposer sa monnaie numérique sur blockchain. Je n'ai pas dit crypto-monnaie. On sait encore peu de choses à son sujet, mais à quoi pourrait-elle servir selon vous ? Pour moi, c'est une crypto-monnaie dans le sens où elle répond en fait probablement aux mêmes exigences techniques, c'est-à-dire qu'à la fin, on est capable de se l'échanger sur IP. Pour moi, c'est ça en fait qui définit. Sur le protocole Internet, on peut les posséder, on peut les échanger de façon assez libre. Je mets des guillemets à libre. Mais clairement, c'est pas de la crypto-monnaie décentralisée. Et c'est là en fait où je fais la différence entre au niveau de la gouvernance en fait de la monnaie elle-même. Bitcoin, c'est un projet qui est décentralisé avec résistance à la censure, etc. Clairement, ça s'inscrit pas du tout pareil que le projet du gouvernement chinois. Pour autant, il va permettre d'échanger des yuan directement d'un mobile à l'autre, sans passer par des éléments centralisés de paiement, etc. On pourra probablement avoir est-ce qu'il y aura du smart contract possible, est-ce qu'on pourra programmer cet argent, etc. Mais en tout cas, c'est le premier pas vers pour moi un New Deal économique qui va être de fluidifier les échanges et de permettre en fait à tous les acteurs de se connecter sur un backbone monétaire. Alors certes, complètement centralisé avec du KYC, on fera ne marquer pas de blanche, etc. Parce que là, on résout pas du tout un problème de censure, au contraire, on résout un problème en fait de liquidité, d'accès, de dynamisme. Donc on parle pas de la même chose. Mais donc c'est un projet qui est très intéressant et qui peut-être va favoriser l'éclosion de projets en Europe ou aux États-Unis, parce que ils disent, si les Chinois le font, ça va booster leur économie, ce qui va être beaucoup plus efficace. Il va bien falloir faire quelque chose chez nous aussi. Au niveau de la surveillance que ça implique, le projet chinois, est-ce que ça vous fait pas peur en fait que les monnaies fiat passent en crypto ? On est dans la Chine, c'est clairement un système, un État où tout est extrêmement surveillé, où il y a de la reconnaissance faciale en permanence, où très probablement on pourra rien faire sans faire de la reconnaissance faciale. Où du reste le score social permet de savoir si on a le droit de prendre l'avion ou pas. On est vraiment là c'est une dystopie. Donc effectivement, cette crypto-monnaie d'État va aller dans le même sens, puisqu'elle sera complètement... il n'y aura rien d'anonyme, il n'y aura rien de décentralisé. Donc oui, c'est la suite logique. Et là-dessus, c'est pas tellement... Le problème, c'est pas tellement le fait d'utiliser une crypto-monnaie. Le problème, c'est à la base, quoi. Et ça, c'est une discussion politique et philosophique. Je vais pas rentrer là-dedans, mais oui, c'est sûr. Moi, à titre personnel, j'aimerais pas vivre en Chine. Et pensez-vous que Libra et donc cette crypto-monnaie chinoise seront un jour sur vos ledgers si celles-ci parviennent à sortir ? Alors Libra, oui, c'est sûr. Et pour nous, bien sûr, on en discute et c'est un vrai sujet. La monnaie chinoise, à voir, puisque il faudra voir quel type de protocole ils vont utiliser, etc. Mais sur le principe, on va dire oui, puisque Ledger a vraiment pour volonté de gérer la sécurité de tout crypto-actif. Et donc, si, in fine, cette monnaie chinoise, blockchain, répond effectivement à une crypto-monnaie, un crypto-actif, alors oui, si par contre c'est un truc bizarre, etc., peut-être pas. Donc vous êtes quand même plutôt agnostique, quoi. Voilà, on est vraiment agnostique. C'est-à-dire que oui, c'est important. On en parlait un petit peu plus tôt. Que pensez-vous des déclarations de Bruno Le Maire qui s'oppose farouchement à Libra ? A-t-il raison d'être aussi agressif ? Parce qu'il manque vraiment d'ouverture. C'est vraiment non, c'est non pour l'instant. Non, faut pas oublier qu'il y a
avant d'être Bruno Le Maire, et quand même, il a un rôle. Et là, il est dans son rôle. Donc c'est plus politique qu'autre chose. C'est plus politique qu'autre chose. Je pense pas qu'à titre personnel, je pense pas que là, on est dans le vendetta personnel. Moi, si j'étais à sa place, ah oui, forcément, je pense que je dirais la même chose. Alors peut-être différemment, etc. Mais à la fin, il s'agit de protéger les intérêts économiques, de protéger la souveraineté. Et moi, je trouve qu'il a raison de dire que ce projet ne doit pas exister, enfin, à sa place, par rapport à ce qu'il doit défendre, ce qu'il est dans son rôle. Mais ce qui est bien, c'est qu'il pousse pour... En même temps, il dit non, ça non. Mais il comprend que dire non, c'est pas une solution, c'est pas une fin en soi. Il dit il faut qu'on soit les premiers à sortir notre crypto-monnaie. Et on doit travailler là-dessus. Et ça, c'est surtout ce point-là, en fait, que je trouve intelligent. Parce que c'est quelque chose de concret, c'est une vraie réponse. C'est pas juste un non, et puis après, on n'en parle plus. Et si on parle de souveraineté technologique européenne, donc j'imagine que ce crypto-euro devrait être totalement développé par des Européens et surtout pas par un spécialiste étranger comme, au hasard, IBM, non ? Probablement, oui. En tout cas, ce serait un projet européen avec des appels d'offres, et je pense qu'à la fin, effectivement, peut-être qu'on se retrouve avec un IBM, ça on peut pas, ou Microsoft, on peut pas. Et si on veut protéger la souveraineté technologique, ça sera un non-sens. C'est quand même, oui, je sais bien, mais bon, des fois, les non-sens, c'est quand même des choses qui peuvent arriver souvent en matière politique. Mais effectivement, ce serait bien que ce soit fait par des entreprises européennes. Et si vous étiez Bruno Le Maire ou Christine Lagarde, que feriez-vous pour mener à bien ce projet de crypto-euro pour qu'il soit délivré le plus rapidement et avec la meilleure technologie possible ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je donnerais un mandat par exemple à BPI, en tout cas en France, au niveau européen. Déjà, j'essaierais de peut-être de développer déjà à un niveau local quelque chose, donc en France par exemple. Et est-ce que ce soit le BPI ou la Caisse des dépôts, je ne sais pas exactement qui serait le meilleur acteur, mais de donner un mandat pour le faire, et puis ensuite faire un appel d'offres et trouver les bons partenaires technologiques français et faire une première expérimentation, mais réelle, pas un POC. Ouais, je ferais comme ça. On a vu il y a très peu de temps que la Banque de France avait déposé une offre d'emploi sur Internet. Elle cherche apparemment un analyste blockchain. Ils en ont déjà. Ils en ont déjà, mais ils en cherchent un spécialement pour travailler donc sur ce projet de crypto-euro. Est-ce que c'est une bonne chose que ce soit la Banque de France qui s'intéresse à ce sujet ? On connaît son avis sur la crypto-économie. C'est peut-être pas le meilleur endroit d'où pourrait venir l'innovation. Déjà, c'est bien qu'ils se rendent compte qu'il est nécessaire de comprendre cette technologie, puisque en embauchant des personnes dans ce domaine, forcément ils vont apprendre, donc ça va dans le bon sens. Maintenant, effectivement, la Banque de France était tellement farouchement opposée en fait au Bitcoin, en ayant en fait, c'est normal qu'il dise des choses négatives, etc. Parce que sur certains points, oui, l'absence de KYC, etc. Enfin, c'est à l'opposé en fait d'une vision en fait étatique, etc. Mais il tombe quand même dans la caricature. C'est-à-dire que c'est tellement négatif que du coup, ça en devient pas crédible du tout. On a l'impression là, pour le coup, qu'ils ont un compte à régler. Et donc oui, c'est pas très constructif. Et donc du coup, ça veut dire que les gens qui voudraient aller travailler à la Banque de France en étant des crypto-addicts, je pense que les personnes qui sont douées, etc., n'iront pas à la Banque de France, je pense, parce que d'un point de vue philosophique, ça va pas fonctionner. Et donc, alors que BPI ou CDC a montré quand même des aspects plus positifs. Et moi, à titre personnel, si je devais choisir un jour de développer ce type de projet, je me rapprocherais plus de la Caisse des dépôts ou de BPI que de la Banque de France, ça c'est certain. Donc du coup, je pense pas que l'innovation va venir de chez eux. Et si un crypto-euro d'essence privée était prochainement disponible et par exemple soutenu par une banque, est-ce que vous vous engagerez à l'intégrer rapidement dans vos produits pour faciliter son adoption ? Absolument, absolument. Et pour finir, j'aimerais vous demander votre avis sur l'avenir de Bitcoin, parce que c'est vrai, après tout, 21 millions reste un podcast qui s'intéresse principalement à lui, et on l'a un peu délaissé ces dernières semaines au profit d'une actualité extrêmement chargée. Entre les protocoles de smart contract de type Ethereum ou Tezos, les stablecoins comme Libra et les monnaies numériques étatiques. Donc quel avenir, lui, réservez-vous à ce petit Bitcoin ? Ne risque-t-il pas de devenir un crypto-actif de seconde zone quand tout ce petit monde aura atteint un certain niveau de maturité ? Ah non, moi
Alors, je suis pas un maximaliste, dans le sens où, pour moi, les autres monnaies ont le droit d'exister et c'est bien qu'il y ait de la diversité, etc. Par contre, je suis un fervent défenseur de Bitcoin et je suis persuadé qu'elle restera pour longtemps l'étalon. Parce que, pour être remplacé, il faut quand même qu'il y ait un consensus social important. Et Bitcoin a montré tellement de résilience ces 10 dernières années qu'à mon avis, il n'est pas facilement remplaçable. Et donc, je lui vois un très très bel avenir et je suis sûr et certain qu'il restera en fait la valeur qui va déterminer un petit peu les autres et qui est sans pour autant empêcher le développement d'autres projets. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir d'autres types de blockchain comme Cosmos ou d'autres qui apportent quelque chose de nouveau, la scalabilité, etc. Mais Bitcoin restera la référence. Est-ce qu'il peut être aux monnaies numériques étatiques ce que l'or a été aux monnaies papier ? Oui, c'est possible. On présente souvent Bitcoin comme la valeur refuge, comme une réserve de valeur et que peut-être d'autres protocoles sont plus dans l'usage, etc. Pourquoi pas ? Après, ça sera ce que finalement les utilisateurs ou le consensus social fera. Et si le consensus social est que c'est de l'or, ce sera de l'or. Parce que finalement, les gens en font bien ce qu'ils en veulent. Mais c'est pour moi une manière de voir les choses qui tient la route et à laquelle effectivement j'adhère, puisque moi j'ai investi une partie de mes économies en Bitcoin et je le vois comme une réserve de valeur pour le futur. Parce que je pense que si un jour les cycles économiques classiques traversent des tempêtes, le Bitcoin, lui, ne sera pas affecté. Merci beaucoup Eric Larchevêque d'être passé dans 21 millions. Merci. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode qui j'espère a été le plus clair possible. Il était un peu plus long que les autres. Personnellement, j'ai bien aimé comme ça et je pense reproduire cette formule. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et abonnez-vous au compte Twitter de 21 millions afin d'interagir avec moi si vous souhaitez des approfondissements. Et si vous souhaitez que 21 millions grandisse, il est aussi indispensable que vous mettiez un commentaire en sa faveur et la note maximale sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ce n'est que comme ça qu'il grandira. 21 millions est disponible sur Apple et Google Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer et YouTube. Je compte vraiment sur vous. À bientôt.